Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé Guadeloupe. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 10 décembre et nous allons commencer par une page politique. Dernière ligne droite pour le deuxième tour des élections régionales, à savoir que les deux têtes de liste, Harry Chalus et Victorin Lurel, sillonnent l'archipel, l'un pour conforter son avance, l'autre pour rattraper son retard. Les médias auront-ils droit, avec ces deux protagonistes, à un débat? Tout de suite, le point avec Éric Pommier. À 4 jours du deuxième tour des régionales, les inconditionnels des élections s'interrogent. Quelle tournure prendra le vote de dimanche prochain? Harry Chalus confortera-t-il son avance? Victorin Lurel pourra-t-il compter sur un éventuel sursaut d'une certaine population, celle réticente à son devoir de citoyen le week-end dernier? Autant de questions qui restent en suspens. En attendant, l'un comme l'autre des candidats rescapés du premier tour, Victorin Lurel et Harry Chalus, avantage Chalus, martèlent le terrain pour jouer la carte de la séduction auprès d'une population qui aurait visiblement fait son choix au regard des résultats du premier tour. Au jeu de la séduction et de la contre-attaque, Victorin Lurel joue serré. Celui-ci prône l'affrontement des idées de programme par le fameux débat. Pour Harry Chalus, les choses sont claires. Son communiqué envoyé aux médias dès le lundi au lendemain d'une victoire programmée annonce le refus d'un face-à-face. Le combat se gagnera aux urnes voudrait dire justement ce communiqué. Faudra-t-il attendre finalement le 13 décembre pour connaître le verdict d'une élection régionale où plus que jamais le suspense a perdu en intensité? Journée de la laïcité, cette année plus que jamais, après les terribles événements subis dans notre pays, le président de la République, François Hollande, a souhaité à ce que le 9 décembre soit célébré dans tous les établissements scolaires. Je cite, « La laïcité, c'est la liberté de conscience et les règles qui font des religions, aucune place dans l'école. » Richard Scott Thomas s'est rendu au collège de Carnot à Pointe-à-Pitre et nous fait un petit point avec les enseignants et quelques élèves. Au collège Carnot ce matin, entre 8h et 9h, une centaine d'élèves se sont alignés dans la cour, formant les deux années 1905-2015 et le mot laïcité. Une initiative qui tenait à cœur au principal du collège. Que dans tous les établissements de France, nous avons donc cette journée symbolique concernant bien évidemment les événements qui se sont déroulés. C'était pour marquer, je le pense, un moment fort puisque la laïcité, c'est quelque chose que nous vivons tous les jours puisque nous sommes bien dans un établissement laïque. Mais nous avons donc une charte dédiée et cette charte que nous avons affichée dans tous les établissements scolaires, elle est aussi présente dans les règlements intérieurs des établissements et donc figure dans le carnet scolaire des élèves. Donc les élèves, tous les jours, vivent et utilisent la laïcité au quotidien, ainsi que les parents et toute la communauté scolaire. Voilà. Cela fait 110 ans que fut enfin votée cette belle loi dont le temps veut ternir la beauté. C'était une version douce, sagement équilibrée. Il incombe donc à tous de bien la célébrer. C'est tout le corps enseignant qui s'était mobilisé pour faire saisir et partager aux élèves l'importance de la notion de laïcité. Alors, ils sont intéressés, ils comprennent à partir du moment où on ne plaque pas la laïcité comme un texte de loi à lire. Ça nécessite de changer nos façons aussi d'aborder les enseignements. C'est tout le contexte de la réforme du collège. Donc, si on prend les articles les uns indépendamment des autres, qu'on travaille sur des études de cas pour se servir de la charte de la laïcité et même de la loi sur la laïcité comme d'un outil de travail qui permet de comprendre. Si on explique les mots, si les élèves s'approprient les choses, ça marche très bien. Après les terribles attentats du 13 novembre dernier, la demande express de faire de la journée de la laïcité un événement majeur aurait été formulée par le président de la République lui-même. Il y a une dizaine de jours, nous avions rencontré 3 jeunes qui avaient choisi le RSMA pour trouver leur voie professionnelle respective. Aujourd'hui, Patrick Curie a rencontré cet ancien stagiaire de régiment, David Gobe, ce jeune Guadeloupéen qui avait fait le choix, il y a quelques années, de se former dans un premier temps au RSMA de Guadeloupe. Tout n'a pas été facile pour ce jeune à l'époque en difficulté. Il a abandonné ses études en 3e, effectué des jobs jusqu'au jour où il a décidé d'entrer au RSMA. Il a effectué une formation d'avril 2010 à avril 2011,
en tant qu'apprenti en menuiserie avant de partir en Bretagne pour passer une formation de serveur où il devient responsable de salle. Pour être un peu plus rassuré et me prendre en confiance un peu plus, alors j'ai pris ce poste dans la menuiserie, mais ce n'était pas mon domaine. Menuiserie, ce n'était pas mon domaine, c'était plus la restauration, l'hôtellerie, la restauration, barman et tout ça. Et du coup, maintenant, j'ai fait 1 an de la menuiserie et ça fait 5 ans que j'ai quitté le RSMA de la Guadeloupe. Et maintenant, je me suis orienté dans l'hôtellerie. J'ai passé mon diplôme à l'AFPA, c'est une formation professionnelle que j'ai eue. Et j'ai eu pas mal de diplômes. Maintenant, je travaille dans l'hôtellerie, dans les restaurations, dans les bars en Bretagne. David Gob reconnaît le travail fait par le RSMA, véritable centre de formation et d'accompagnement des jeunes. C'est grâce à RSMA que je connais cette vie-là. Si ce n'était pas le RSMA, je ne serais pas en métropole en train de travailler dans un hôtel ou travailler dans la restauration, être compétent quoi, dans le monde, dans la vie. Quoi. Je dis aussi, avant d'entrer, j'étais perdu, j'étais con, voilà, je suis ressorti quand même avec une certaine expérience et je suis fier de moi. On en vient à présent à l'actualité caraïbe où Muriel Barlagne nous couvre les élections du Venezuela, Trinidad et Antigua. La défaite du pouvoir vénézuélien aux élections législatives a pris des allures de déroute. Dimanche 6 décembre, au terme d'une journée électorale marquée par une très forte participation, 74,25%, l'opposition a remporté 99 des 160 sièges de l'Assemblée nationale monocamérale. Le Parti socialiste unifié du Venezuela, le PSUV, la formation de l'ancien président Hugo Chavez et de son successeur Nicolás Maduro, n'en conserve que 46. 22 sièges sont encore en dispute, alors que 96% des voix ont été comptabilisées. Selon la présidente du Conseil national électoral, le CNE, Tibicé et Lucena, les résultats définitifs devraient être annoncés dans les prochaines heures ou les prochains jours. Toutefois, immédiatement après la proclamation officielle du score, tard dans la nuit, le président Maduro est apparu à la télévision pour reconnaître la victoire de ses adversaires et appeler ses compatriotes à accepter les règles du jeu et de la démocratie en paix et dans le calme. Il a réitéré ses accusations contre une opposition jugée coupable de la catastrophe économique du moment. Pour sa part, le secrétaire général de la MUD, Jesus Chuo Torrealba, a assuré que l'opposition assumerait sa victoire avec humilité, fermeté et tranquillité. Trinidad, l'ancien Premier ministre et leader de l'opposition actuelle, Kamla Persad Bissessar, a reçu un écrasant soutien des membres du Congrès national uni, l'UNC, qui l'ont fortement reconduite comme leader de leur parti lors de leurs élections internes qui se sont tenues samedi. La marge de victoire était si grande que moins de 3 heures après le vote, les fidèles du parti fêtaient leur victoire. Persad Bissessar va maintenant reconstruire son parti et renforcer sa position de chef de l'opposition à la Chambre basse. Tous les yeux seront désormais tournés vers son adjoint, l'ancien ministre du Commerce, Ivasant Bharat, pour savoir si elle continuera de collaborer avec lui alors qu'il a à plusieurs reprises contesté le leadership de Persad Bissessar. Selon les médias locaux, Mounilal, le grand vaincu de cette élection, souhaiterait faire recours face aux nombreuses irrégularités qu'il aurait constatées lors du vote de samedi, avançant même que près de 2000 votes n'auraient pas été comptabilisés. Antigua, Patricia Scotland, une avocate de 60 ans originaire de la Dominique, a été nommée vendredi 27 novembre à Malte, secrétaire générale du Commonwealth. Elle devient la première femme à diriger cette organisation de 53 pays, issue de l'ex-empire britannique. Cependant, cette élection est fortement contestée par le Premier ministre d'Antigua et Barbuda, Gaston Brown, qui a soutenu Sir Ronald Sanders pour ce poste. Brown précise que les Caraïbes sont maintenant divisés suite à ce vote. Patricia Scotland n'était pas une candidate des Caraïbes, elle était une candidate parrainée par le Royaume-Uni. Patricia Scotland a servi les Britanniques toute sa vie et elle a vécu là-bas pendant 60 ans et n'a passé que 2 années de sa vie à la Dominique, a-t-il affirmé lors d'une récente interview sur Antigua et Barbuda Radio Observateur. Brown a poursuivi en disant que la Convention veut que la reine soit le chef du Commonwealth. La Grande-Bretagne ne peut pas avoir de candidat au poste de secrétaire général, mais elle a trouvé quelqu'un des leurs, un ressortissant britannique,
qui avait des racines des Caraïbes, pour l'utiliser et contrôler littéralement ce poste. Si la reine d'Angleterre Elisabeth II reste à la tête du Commonwealth, le secrétaire général de cette organisation regroupant un tiers de la population du globe est chargé d'en promouvoir les valeurs et les principes et de le représenter sur la scène internationale. Un mot d'économie à présent. À noter que la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prendra effet le 1er janvier 2016 prochain. Il s'agit en effet de la complémentaire santé collective qui devient obligatoire pour toutes les entreprises du secteur privé et ce, quelle que soit leur taille. Muriel Barlagne a rencontré le président de la Fédération des FDTPE, Fédération des très petites entreprises, Alain Nagam. C'est une bonne chose parce qu'effectivement, on a à un certain moment souffert que nos salariés, nous, petites entreprises, ne bénéficiaient pas de certains droits. On savait que, par exemple, que les salariés des fonctionnaires avaient un certain nombre de droits, des grandes entreprises. Oui, c'est tout à fait normal que les entreprises qui travaillent dans la petite entreprise retrouvent un certain nombre de droits, ce qui fait qu'ils auront plus confiance pour venir travailler dans une petite entreprise. Et c'était ça la difficulté, que beaucoup de jeunes qui sont en compétence, ils n'osaient pas venir travailler dans une TPE. Maintenant, je crois que ça sera un peu plus facile pour trouver vraiment des jeunes en compétence pour accompagner le développement économique de la TPE. Info pratique à présent. Faisons le point sur les différentes coupures d'eau aujourd'hui. Les communes concernées, il y en a deux, celle des Abîmes pour commencer, section Bazin. En raison du lavage des réservoirs, on verra donc des coupures d'eau qui ont commencé ce matin, vous avez dû le constater, et ce jusqu'en fin d'après-midi. Vous avez ensuite la zone de Dotémar, rue René Achille, Boisneuf, vers le stade, qui a des coupures d'eau qui ont commencé ce matin vers 8h et qui se termineront également cet après-midi. Bémao à présent, les sections Bel Air, Blachon, Bonardel, Bonfils, Brajologne, Calvaire, Budan, Castelbon, Castéra, Chantilly, Dalcia, Dorville, Dupuis, l'Officiel, les Abricots, Vonche, aux alentours donc de Pasquereau, des travaux donc importants sur le réseau ce matin qui ont commencé à 7h et qui s'achèveront en fin d'après-midi. Ensuite, nous avons à Petit-Bourg, toujours lavage de réservoirs. Les sections concernées touchées donc par ces coupures seront Blonde, Main-Courante, Saint-Jean, Le Bourg, Bellevue, Pointe-à-Bacchus, chemin de Faux-Beauplan, chemin de Grande-Savane, chemin de Saulçay, chemin de Haut-Morne-Bourg, Cabout, Tambour, Carrère, Bade-Bergette, chemin de Viard, Juston, Carrère et Sergent. Voilà, donc des coupures qui ont eu lieu également, des coupures d'eau potable ce matin à 7h et qui se termineront en fin de soirée. Cet après-midi, la météo à présent, comme vous le constatez sur notre illustration, voilà, graphique, le temps est au beau fixe et des vents faibles sur toutes les communes de l'archipel. Profitez de ce beau temps pour vous balader en famille si vous ne travaillez pas. Cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, je vous laisse en compagnie du journal de TF1, suivi de petits secrets entre voisins. Excellent après-midi à tous. Je vous donne rendez-vous à ce soir sur Alizé Guadeloupe, 19h30. Au revoir, 19h, pardon. Au revoir.